Vendredi 7 août 2020, jour de communion pour la Oummat islamique, qu'Allah exauce nos vœux et puisse-t-il recouvrir le Mali des ailes de sa miséricorde. Vous êtes bien sur Chérif la télévision et dans votre rendez-vous quotidien de l'information. Merci de nous choisir et bienvenue dans cette édition. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara et une forte délégation se sont rendus à Séguéla, localité située à 22 km de Tamani, pour d'autres recueillements dans la grande famille chérifienne. La visite, qui entre dans le cadre de la grande ziyara annuelle de Tamani, est une tradition perpétrée par le guide spirituel depuis des années. Depuis Tamani, notre envoyé spécial, Bouya Koulibaly. Les guides spirituels des Ansar à Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, comme à l'accoutumée, après la grande ziyara annuelle de Tamani qui enregistre des milliers de pèlerins, se rend à Séguéla pour des fins de bénédiction. Cette année encore, la tradition a été respectée. C'est aux environs de 11 h le mercredi dernier que les guides accompagnés d'une forte délégation se dirigent à Séguéla. De passage, ils font escale à plusieurs localités, notamment à Denenkoura où une foule nombreuse l'attendait avec impatience. Les guides a reçu des honneurs comme cette daba qui porte son nom, offerte par les notables en guise de reconnaissance pour ses efforts. Ensuite, la délégation s'est rendue à Koni, village de feu Djelibaba Sissoko qui a marqué son époque par des contes africains. Accueilli massivement aussi à Koni-Wéré par la population qui l'acclamait avec enthousiasme, les guides spirituels des Ansar à Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara et sa délégation continuent leur chemin. Arrivés à Bassidjandougou Bassila, dans le village de l'honorable Ba Adamankane et son frère historien Zoumana Kane, deux fervents disciples du guide. Dès là, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara renoue les relations en procédant à la ziyara à l'endroit de feu d'Irissa Kane. Une visite guidée et des bénédictions ont mis fin à cette étape. En passant par Malé, la délégation atteint Djilambougou-Wéré où des séances de recueillement et bénédictions comme chaque année sont observées aux familles chérifiennes, en l'occurrence Chérifou Moussa, Chérifou Madou et Chérifou Moussanchini. Un peu plus tard, sous les encouragements honorifiques, la délégation arrive enfin à la destination tant entendue. Il s'agit de Séguéla, localité située à 22 km de Tamani. C'est sur la place publique et des éloges, des lectures du Coran suivies des prières sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sont organisées pour immortaliser ces moments. Vivement la prochaine édition. Ainsi soit-il, nous restons dans le cercle de Baraouli où plusieurs personnalités ont saisi cette occasion pour féliciter le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, pour ses efforts consentis dans la consolidation des liens de fraternité. Suivons ces propos recueillis par Bouya Koulibaly. Un sentiment d'honneur, un sentiment de fraternité, un sentiment de joie. Vous savez, c'est tout ce que peut exprimer un être humain pour son prochain, son frère, ses voisins et des liens de fraternité et de sang. Chaque année, lorsque nous quittons Tamani pour Séguéla, il s'arrête dans la famille, il fait la ziyara pour nos papas, nos grands-pères qui reposent là-bas, et il fait le doigt pour la famille et pour tout le village. Et donc ce sentiment, on ne peut pas l'évaluer, puisqu'il n'est que l'expression d'un attachement à une continuité dont l'origine remonte à plusieurs générations. Donc si vous me demandez mon sentiment, c'est un sentiment qui me fait couler des larmes tout en étant sec dans les yeux. Haïdara a des rapports très anciens avec ce village Bassidjandougou. Il s'arrête pour faire la ziyara de nos parents. Ça fait beaucoup d'années qu'il le fait et on le remercie avec toute sa suite. L'actualité nationale sur un tout autre plan. Depuis l'arrivée de la maladie à coronavirus au Mali, l'État avait pris certaines mesures barrières pour mieux combattre cette pandémie, dont l'aménagement des horaires de travail au niveau des services publics. La semaine dernière, le gouvernement a rétabli les horaires habituels de travail. Pour la circonstance, une de nos équipes de reportage a fait un tour dans certains services publics pour s'enquérir de l'état de la situation. Boubacar Traoré, Ibrahim Koulibaly.
Le rétablissement des horaires de travail habituels par le gouvernement au niveau du service public a été apprécié partout où notre équipe de reportage a passé. Car selon certaines personnes, à travers cette mesure, l'économie du pays sera stable ainsi que d'autres projets et initiatives. C'est une bonne chose parce que c'est à la suite de la pandémie de la maladie à coronavirus et pour une meilleure protection des travailleurs en général, je vais parler du secteur public et privé, que le gouvernement avait décidé de réduire les horaires de travail. Parce que comme vous le savez certainement, les horaires de travail sont déterminés par un arrêté. La journée de travail est de 7h30 à 16h, avec une pause de 12h30 à 13h, et le midi et de 12h30, une pause de 12h30 les vendredis. Donc, suite à la maladie, le gouvernement a réduit les heures de travail de 7h30 à 14h. Mais vous avez constaté, comme moi, qu'il y a vraiment, suite à tout ce que le gouvernement a mis en place, qu'il y a vraiment un ralentissement de cette maladie parce qu'il y a eu des jours où on n'a enregistré aucun cas. Et pour la reprise économique, il faut bien que les administrations et même le secteur privé reprennent les horaires normaux parce que ça joue beaucoup sur l'économie. C'est une bonne chose que de reprendre le travail normalement, conformément à l'arrêté qui indique que la journée de travail est de 8 heures, tout en respectant les mesures barrières, à savoir respecter les mesures de distanciation sociale entre 1 mètre et 1,5 mètre, porter toujours son masque de protection, se laver les mains avec les gels hydroalcoolisés, et ne pas se saluer juste à distance et ne pas se donner amicalement les bises. Je crois qu'en respectant toutes ces mesures et avec le ralentissement de cette maladie, on pourrait bien concilier les horaires de travail et la protection de la population contre la maladie à coronavirus. Non, je pense que c'est une bonne chose en soi parce que après un moment où les gens étaient habitués à une pratique, notamment monter aux heures de travail un peu tard, descendre plus tôt, ce qui constituait vraiment un manque à gagner énorme pour l'État. C'est vrai que c'était des mesures prises par l'État dans le cadre de lutter contre ce qu'on appelle la Covid-19. C'était une bonne initiative, mais seulement qu'il était opportun que nous revenions à des heures normales de travail pour permettre aux citoyens que vous êtes vraiment de pouvoir bénéficier du service public de façon normale. Vous savez, l'État a fait d'énormes sacrifices par rapport à la pandémie. C'est ça que les gens ignorent. Et ça constitue un manque à gagner énorme pour l'État, surtout dans le domaine un peu financier. C'est une manne financière importante que l'État a perdue. Donc en revenant aux heures normales de travail, ça va permettre au moins de booster un peu les caisses de l'État. Aujourd'hui, on a besoin, les travailleurs ont besoin vraiment de travailler, de bosser pour la quiétude, la stabilité de ce pays et relancer aussi l'économie, l'échange, le développement, etc. Malgré cette mesure, certains services publics ne fonctionnent pas comme il se doit selon certains usagers. On a des problèmes, que l'État engage des agents. Avec le banditisme grandissant aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait qu'ils pensent à cela. En réalité, c'est l'appareil d'État même qui est défaillant. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. C'est très normal, mais ça ne doit pas empêcher le travail, le cours du travail. Souhaitons que ce rétablissement des horaires de travail apporte du bonheur dans l'administration publique afin de satisfaire les besoins de la population. Le tout premier conseil d'un ministre du gouvernement restreint s'est tenu ce jeudi sous la houlette du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours de cette première rencontre, le président a décliné les grandes lignes de la mission du Premier ministre et les membres de son équipe dans une feuille de route. Il a tout de même reconnu que cette feuille de route commence dans un contexte particulier marqué par une crise sociopolitique, sanitaire et économique difficile pour notre pays. Amadou Camara, nous on connaît.
Le président de la République a instruit au gouvernement restreint de manière volontariste et dans la plus grande solidarité de travailler autour de la normalité, de la concorde et de la paix sociale, avec comme seul souci la promotion du développement global du Mali en vue du renforcement de la cohésion nationale et de la prise en charge des défis sécuritaires. J'ai dit, je leur ai dit, la feuille de route est indicative et je pense que en termes de complémentarité, cela doit s'imposer à tout un chacun. Et moi, je demande à l'ensemble, c'est-à-dire que des acteurs sociopolitiques, de se mettre à l'œuvre pour sortir le Mali, c'est-à-dire que de cette crise qui n'a que trop duré, mais qui n'arrange personne. Pour certains, cette première rencontre du gouvernement de mission du Premier ministre avec le président de la République qui a défini les grandes lignes de la feuille de route va prendre en compte toutes les aspirations du peuple malien. Je me dis, ce mini-gouvernement dont on parle là, il y a plein de choses qui les attendent. On a vu qu'on a passé près de 40 jours sans gouvernement. 6 personnes ont été désignées pour conduire le Mali. On sait que nous sortons d'une grave crise. Le Conseil des ministres d'hier soir, les gens s'y attendaient parce que c'est une première après plus de 2 mois. Et ce que moi j'ai retenu déjà, c'est que ce gouvernement veut aller à l'apaisement de la situation. On a entendu qu'il y aura le dédommagement des victimes des différentes manifestations. Ça, c'est une très bonne chose, surtout que la principale revendication du M5 RFP, c'était vraiment justice pour les personnes tuées. Et là, le gouvernement veut aller à l'apaisement de la situation et tend une brèche déjà. Donc, en espérant que, avant que les choses ne s'enlisent, que le M5 RFP va un peu aller dans ce sens-là également. Et l'autre point également que j'ai beaucoup aimé, c'est également le problème de l'éducation. L'application du fameux article 39 des enseignants. Tandis que d'autres pensent le contraire, car selon eux, cette feuille de route ne tient pas en compte toutes les réalités sociopolitiques que connaît notre pays depuis un certain temps. Bon, à notre avis, la feuille de route pour la sortie des crises n'est pas clairement définie, parce que quand on se rappelle de la crise post-électorale qui a eu lieu, certains députés ont dit qu'ils ont été spoliés par l'administration territoriale et la Cour constitutionnelle. Donc on a tous vu que la CEDEAO est venue pour intervenir. Parce que quand il y a des crises post-électorales, les organisations internationales doivent intervenir. Donc c'est dans ce cas la CEDEAO est venue pour intervenir, pour essayer de faire des négociations. Maintenant, la quintessence des négociations, c'est que il faut résoudre le problème de l'Assemblée nationale. La CEDEAO a préconisé qu'il faut la démission de 31 députés. Cela n'est pas conforme à la loi et la constitution du Mali. Maintenant, le président de la République a les pleins pouvoirs de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Je pense que si cette démarche était inscrite dans la feuille de route, ça allait être une avancée. Au cours de cette première rencontre, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a mis l'accent sur le renforcement de l'éducation et le développement de la formation technique et professionnelle en vue de promouvoir l'emploi des jeunes, avant d'inviter le gouvernement à créer les conditions propices à la formation d'un gouvernement d'union nationale, de diligenter une enquête minutieuse et crédible sur les pertes en vies humaines ainsi que les atteintes aux biens publics et privés à Bamako, Kaï et Sikasso, d'accélérer l'opérationnalisation des mécanismes de suivi de la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif, d'étudier les voies et moyens de la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes de la crise sociopolitique ou leurs ayants droit, de mobiliser toutes les énergies et les ressources requises pour l'adoption immédiate et complète de l'article 39 du statut des enseignants. C'est clair que dans une certaine mesure et dans la situation dans laquelle nous évoluons, on peut comprendre l'esprit de la mise en place d'un gouvernement restreint. C'est un gouvernement qui prend en ce sont des nominations qui prennent en compte les domaines dits prioritaires de l'action publique, comme par exemple la défense, la sécurité, mais même si ce gouvernement restreint devrait s'élargir à d'autres départements qui sont autant urgents que par exemple la sécurité. Je vais parler par exemple de la santé dans un contexte de pandémie. Je vais parler aussi de l'éducation dans un contexte où nous sommes à quelques semaines des examens. Mais bon, c'est le choix présidentiel. C'est lui qui sait pourquoi il le fait. IBK a plus intérêt à trouver une solution rapide à la crise, notamment en prenant dialogue avec le M5 RFP,
que d'aller vite en besogne en assignant une feuille de route. Cette feuille de route n'a de sens à être mise en œuvre que lorsque la crise avec le M5 sera résolue et qu'on parviendra à mettre en place un gouvernement effectif. Cette première rencontre du président de la République et le gouvernement restreint du Premier ministre Dr Boubou Cissé était fortement attendue par le peuple malien. Au cours de cette rencontre, le président de la République est revenu le problème qui est la crise sociopolitique que connaît notre pays depuis un certain nombre de temps. La saison pluvieuse dans la capitale malienne fait grincer souvent des dents. Après chaque pluie, c'est le calvaire en termes de circulation vu l'état de nos cadres de vie en général et en particulier les routes. Tout cela parce que les passages de l'eau sont quasi inexistants. Le peu de caniveaux visibles remplis d'ordures ménagères. Que pensent les citoyens de cet état de délabrement de nos routes? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Samaïra Sanogo, Samba Traoré. Chaque saison hivernale draine son lot de dégradation des routes à Bamako. Difficile de circuler tant les routes sont impraticables avec des nids de poules partout. C'est aux autorités et à la population de penser à résoudre cette situation parce que chaque année on constate cela. Et pourquoi ça perdure? Donc je pense que chacun doit s'impliquer pour chercher une solution. Les autorités municipales, la population, tout le monde. La circulation elle est très difficile avec cette situation, elle est très difficile. Cette triste situation n'est pas sans conséquences. Le taux d'accident grimpe souvent à cause de l'état dégradant des routes. Les conséquences sont nombreuses. Par exemple, si un motocycliste vient à vivre à l'heure ou une sotrama qui fonce, donc si elle tombe sur ces cailloux, ces nids, donc si le chauffeur essaie de freiner, donc du coup ça peut provoquer des dégâts, des accidents. Perçue comme une situation déplorable par bon nombre de personnes, elle est souvent attribuée aux autorités locales. Concernant les responsabilités, elle est partagée. Il y a d'abord les habitants et il y a aussi l'autorité communale, la collectivité. Parce que les habitants, vous voyez, quand il pleut, les gens vont déverser leurs ordures sur le passage de l'eau. Et ces ordures-là vont un peu boucher les caniveaux. Donc l'eau ne coule plus, donc l'eau va revenir maintenant sur la route principale. Et ce qui fait qu'il n'y a plus de passage pour l'eau et l'eau passe par la voie principale. Et la mairie aussi, qui est la collectivité, doit quand même entretenir les routes. Mais moi, à ma connaissance des faits, je ne vois jamais la mairie dans la rue en train de faire des tirages d'entretien des routes. À part quand on vient bricoler les goudrons, mais les routes quand même, les ruelles là, il n'y a pas d'entretien. Au Conseil malien des transporteurs routiers d'afficher leur désolation face à la situation alarmante qui ne cesse d'interpeller les citoyens lambda au respect des principes établis par les autorités afin de trouver une solution définitive à cette situation qui n'a que trop duré. Il faut que nous-mêmes, en tant qu'usagers, en tant que population, que nous respectons un tout petit peu certaines mesures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment aussi dégager les voies de circulation des eaux et de pluie. Aujourd'hui, il faut voir, tous les trous sont bouchés. L'eau ne sait pas où aller. Donc l'eau est stagnée sur le goudron, cela dégrade les goudrons. Et les gens sont souvent aussi obligés de descendre et de les descendre et les remonter sur les goudrons aussi, souvent endommagent vraiment la chaussée. Donc c'est un grand problème. Mais chaque année, nous la vivons, chaque année, c'est le même problème. C'est les problèmes récurrents chaque année. Donc je ne sais pas comment dire, parce que comme vous l'avez dit vous-même, il faut quand même, c'est sans commentaire, ça se passe de tout commentaire. Sachant bien que les routes sont des vecteurs incontournables de l'épanouissement, l'apport de tout un chacun est donc attendu pour contribuer davantage à la consolidation des acquis de l'État. Face à la situation, la vigilance doit être de mise, pour dire ainsi que celui qui veut aller loin aménage bien sa moto, dit-on. L'essentiel de l'actualité internationale à présent, en bref et en images.
L'UNESCO va restaurer les sites de Badiangara, classés au patrimoine mondial de l'humanité. La falaise de Badiangara abrite 289 villages répartis sur 4000 hectares. Le projet, financé à hauteur d'$1 million, vise à réhabiliter des bâtiments et des sites consacrés à la culture traditionnelle. Le centre du Mali est le théâtre d'un nombre de violences depuis 2015. La crise sécuritaire a provoqué la destruction totale ou partielle de près de 30 villages, dont des attaques meurtrières mi-juillet à une trentaine de kilomètres de Badiangara. En plus de la restauration des sites, l'UNESCO financera des activités génératrices de revenus pour les femmes dans les contextes difficiles du Covid-19. L'actuel président ivoirien a annoncé ce jeudi 6 août sa candidature à un 3e mandat lors de l'élection du mois d'octobre prochain. Il avait d'abord dit qu'il ne se présenterait pas, laissant son dauphin Amadou Gon Coulibaly porter les couleurs du parti au pouvoir RHDP. Mais la mort de ce dernier a changé la donnée. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre, a annoncé Alassane Ouattara dans son discours à la nation à la veille de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a donné 2 raisons principales à sa candidature. Un cas de force majeure après la mort du candidat de son parti Amadou Gon Coulibaly et un bon devoir citoyen. Le président guinéen Alpha Condé, 82 ans, fait durer le suspense en annonçant jeudi avoir pris acte de l'appel de son parti à se présenter à un 3e mandat lors de l'élection présidentielle prévue en octobre. Pour accepter cette proposition, le président guinéen pose quelques conditions. Il est temps de décliner notre choix. Notre choix s'appelle Alpha Condé. Après cette lecture de la résolution finale de la convention par Adja Nantou Chérif, la coordinatrice nationale du RPG, les partisans n'entendaient plus que la réponse d'Alpha Condé. La réponse est dans quelques semaines puisque théoriquement les élections sont prévues le 18 octobre prochain. En Mauritanie, le gouvernement d'Ismaël Cheikh Sidiya a démissionné ce jeudi 6 août, alors qu'un rapport sur les délivres de la gestion du précédent président cite certains de ses membres. La justice a reçu le rapport de la commission d'enquête parlementaire ces mêmes jours. La Mauritanie a un nouveau premier ministre. Il s'agit de Mohamed Ould Bilal, nommé ce jeudi après-midi, quelques heures après la démission du gouvernement d'Ismaël Cheikh Sidiya. Cette démission du premier gouvernement de l'heure Ghazouani semble être la première conséquence du rapport parlementaire remis aux mains de la justice mauritanienne. Au Soudan, les pluies torrentielles ont fait 10 morts et bouleversé la vie de plus de 50 000 personnes selon l'ONU. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays d'Afrique de l'Est cette semaine ont provoqué des glissements de terrain et d'importantes inondations. Le Soudan enregistre pour le moment 10 morts et plus de 3000 maisons ont été endommagées ou complètement détruites. Malheureusement habitués aux fortes pluies qui tombent chaque année entre juin et octobre, les Soudanais doivent encore une fois cette saison survivre aux inondations liées aux cris du Nil. Les victimes des conséquences des inondations sont contraintes de se raccrocher aux promesses des autorités. Et enfin, plusieurs personnes ont été arrêtées à Beyrouth après l'explosion qui a fait plus de 137 morts et 5000 blessés. Toutes sont en lien avec le port de la capitale libanaise. L'enquête sur l'accident avance. Beaucoup de Libanais attribuent cette explosion au laxisme de la classe politique et à sa mauvaise gestion du port et des matières qui y ont été stockées, comme ces milliers de tonnes de nitrate d'ammonium. 16 fonctionnaires du port de Beyrouth et les autorités douanières ont été placés en détention. Il s'agit des responsables portuaires et de certains chefs de chantier qui avaient effectué des travaux dans le hangar numéro 12, celui qui a explosé. Ces arrestations sont un signal fort envoyé au peuple libanais que des comptes soient rendus et que les responsables de cette catastrophe soient identifiés et jugés. Page noire dans ce 19h, Issa Giré n'est plus. L'ancien directeur de l'Office des Hautes-Vallées du Niger, OHVN, s'est éteint à l'âge de 70 ans à Bamako. Ses obsèques ont eu lieu ce jeudi au cimetière de Tamani en présence du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Natif de Tamani, Issa Giré laisse derrière lui une femme, 5 enfants, dont 2 filles et 3 garçons inconsolables. Bouya Koulibaly. Je suis venu à Tamani, accompagné
à sa dernière demeure, mon ami et camarade de promotion, Issa Djiré. Issa Djiré et moi, nous sommes connus depuis 1974 à Polytechnique de Katibougou. Nous avons travaillé en tant que directeur de l'épicerie Chegou et de la Haute-Vallée du Niger. On est restés très liés, très liés. Et encore, Issa Djiré, sa fille, je l'ai utilisé et je continue à l'utiliser comme conseiller à la communication au niveau du ministère de l'Agriculture ou au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire. Donc je suis venu à Tamani et je devrais venir. Je suis venu. J'ai été d'autant plus réconforté que j'ai trouvé le président du Haut Conseil islamique, le président Aïdara, qui m'a encore réconforté parce qu'Issa a souhaité être inhumé dans son village natal. Et inhumé au moment où le président du Haut Conseil islamique organise sa ziara annuelle pour en profiter des bénédictions soutenues d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et heureuse coïncidence, je suis venu accompagner Issa à sa dernière demeure et en ces lieux et en ces moments en présence du président du Haut Conseil islamique. J'ai été très honoré, malgré la tristesse. J'ai eu une foule nombreuse ici, une foule nombreuse. Issa était bien, Issa était humain, Issa était entier. Issa n'a fait que travailler. 30 ans durant, il n'a pas pris de congé. Voilà aujourd'hui qu'il s'en est allé. Je connais cette famille Djiré, je l'ai connue en 2008. Et de 2008 à aujourd'hui, c'est ma famille. Monsieur Djiré, pour moi, c'était un conseiller. C'était un homme dont j'ai bénéficié beaucoup de l'expérience, son expérience d'abord d'homme, et puis ensuite son expérience de gestionnaire et des grands techniciens, des hauts fonctionnaires de l'État malien. Donc à titre personnel, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté en termes de savoir, en termes de savoir-faire, mais aussi en termes de comportement. Donc pour moi personnellement et pour ma famille, c'est une grande perte parce que nous perdons quelqu'un qui était pour nous un guide et un stabilisateur. Et je crois que c'est ce que je retiendrai beaucoup de lui. Je voudrais, à cette circonstance douloureuse, présenter mes sincères condoléances à toute la famille Djiré, à Bamako, à Tamani, à Ségou, à tous ses frères, à toutes ses sœurs et à tous ses enfants. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. La version Bamanakan, c'est à 21h avec Fatmata Yaya Kane. Bonsoir et à très bientôt, si Dieu le veut.